Smart Invest vous est présenté par eToro, la force du trading social. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Invest, l'émission qui vous accompagne dans vos premiers pas sur les marchés financiers, doublé d'un programme d'apprentissage où 4 participants mettent en pratique tous les mois la théorie évoquée en plateau au sein de 4 portefeuilles virtuels sur la plateforme eToro. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 6e et dernière édition de cette première saison, une saison qui a commencé en septembre et qui a connu de nombreux rebondissements sur les marchés financiers, des rebondissements qui ont forgé les connaissances des participants et que nous commenterons bien sûr en plateau dans un instant. Au programme donc de cette édition de Smart Invest, nous retrouverons tout d'abord Valérie Khalifa, directrice marketing France chez eToro, avec qui nous évoquerons la nécessité de se former avant d'investir sur les marchés financiers afin d'être conscient des actions que l'on réalise et des conséquences de ces décisions d'investissement. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir Éric Pinon, président d'honneur de l'AFG, qui reviendra en plateau sur les éléments que tout investisseur doit avoir à l'esprit lorsqu'il investit sur les marchés financiers. Des éléments très concrets à garder en mémoire dans chaque démarche d'investissement. Nous enchaînerons ensuite avec Tendance et Figure, notre rendez-vous dédié à l'analyse technique. Christophe Machineau sera avec nous pour faire un point sur le multi-time frame. Christophe Machineau qui est fondateur de CM Trading. Le multi-time frame, une notion qui est indispensable à connaître pour tous ceux qui veulent approfondir l'analyse technique. Et enfin, nous laisserons la place au débrief du programme d'apprentissage. Nous reviendrons sur ces mois passés à tenter de comprendre le message des marchés, à analyser et à sélectionner les valeurs avec nos 4 participants, Marie-France, Mathieu, Flavie ou encore Mathieu, mais aussi leurs 2 accompagnants, Antoine et David. On se retrouve tout de suite dans Smart Invest. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Valérie Khalifa, directrice marketing France chez eToro. Bonjour Valérie Khalifa. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous en duplex. Je rappelle que eToro est une plateforme multi-actif d'investissement. Si je reviens, Valérie Khalifa, sur le dispositif Smart Invest, ce dispositif s'est étalé sur 6 mois avec l'objectif de faire un maximum de pédagogie autour de l'investissement sur les marchés financiers. Pourquoi eToro a-t-il souhaité s'associer au dispositif ? Alors pour nous, c'est un partenariat tout à fait naturel. eToro fête cette année ses 16 ans et a été créé sur une conviction forte, c'est que toute personne peut venir investir sur les marchés financiers. Mais effectivement, ça demande des connaissances. Aujourd'hui, au travers de notre Trading Academy qui est disponible sur notre plateforme, on propose plusieurs formats, des formats tutos, des formats vidéo, des guides. Et il nous semblait extrêmement intéressant et pertinent de s'associer à un programme télévisé qui avait pour ambition d'avoir une approche, on va dire, théorique via son contenu éditorial, mais aussi d'incarner cet apprentissage dans le temps un petit peu plus long, 6 mois, au travers de 4 parcours et 4 participants. Alors justement, vous l'avez évoqué, le sujet pédagogie financière, c'est un sujet également porté par eToro via d'autres dispositifs. Quel constat faites-vous aujourd'hui chez eToro sur ce besoin en éducation financière des épargnants ? Alors, je vais faire le même que celui que j'avais fait au début de l'émission pour une partie, c'est qu'effectivement, la finance personnelle est un très, très grand oublié de l'apprentissage académique, de tout à chacun, même quand on a finalement une formation financière. On ne fait pas beaucoup de finances personnelles. Le deuxième point, c'est que la communauté, effectivement, joue un très grand rôle dans le partage d'informations et que c'est un accélérateur pour acquérir des compétences particulières. Il y a des personnes qui ont une approche sectorielle, des personnes qui ont une approche technique. Et donc, toutes ces approches vont se compléter et qu'il y a un vrai appétit pour rattraper, on va dire, ce retard et vraiment comprendre les entreprises. Alors on le rappelle, les émissions Smart Invest ont été doublées d'un programme d'apprentissage où il y avait notamment 4 participants, Marie-France, Mathieu, Flavie ou encore Mathieu. Quel retour vous pouvez avoir aujourd'hui, Valérie Khalifa, sur ce dispositif ? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont marqué ? Oui, il y a des choses qui m'ont marqué, un petit peu à rebours de l'actualité, on va dire, tumultueuse de ces jours-ci, c'est qu'il y a un réel amour des entreprises
je trouve très intéressant de voir que ce n'est pas surtout une approche financière, spéculative, court terme, mais qu'il y a une curiosité et un intérêt pour les nouvelles technologies, pour les gouvernances, pour l'impact des entreprises. Et ça, je trouve ça extrêmement pertinent. Le fait d'investir dans une entreprise parce qu'on aime son service ou qu'on apprécie son équipe ou ses valeurs, c'est quelque chose de tout à fait pertinent. La deuxième chose, c'est la diversification. Il y a quelques années, on pouvait penser que les investisseurs français allaient surtout vers des valeurs françaises et on voit maintenant qu'il y a une grande ouverture. Si on regarde sur les 4 participants, il y a une diversification sectorielle, il y a une diversification d'assets, puisqu'elles ont toutes été, je crois, préemptées, que ce soit les ETF, les actions, le copy trading ou le crypto, ou les cryptos. Et puis, j'ai apprécié que les approches soient holistiques. En fait, on voit que les personnes commencent à venir sur une valeur parce qu'elles en apprécient le secteur et elles vont compléter finalement cette information via évidemment l'information qu'elles peuvent trouver dans les news d'une partie, mais sur la communauté et puis aller voir aussi les indicateurs financiers. Voilà. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a une adoption assez rapide des nouveaux outils. On a mis en route et en exécution, on a lancé les indicateurs ESG pendant le programme et j'ai vu que leur lecture et leur adoption avaient été assez rapides. Et le dernier point, c'est que je m'attendais à voir ça, c'est qu'effectivement, il y a une vraie différence à avoir des connaissances théoriques et ensuite à passer au mode décision et d'éprouver ces décisions et d'éprouver aussi bien le gain que la perte. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus intéressantes. Un mot également, Valérie Khalifa, peut-être du contexte économique. Ce programme d'apprentissage a commencé en septembre, on est actuellement en février. Le contexte économique et le contexte d'investissement ont beaucoup évolué en quelques mois. Si on sort un petit peu du programme d'apprentissage, est-ce que vous constatez sur la plateforme eToro des évolutions dans la manière d'appréhender les marchés financiers ? Oui, tout à fait. La période de Covid, finalement, a amené beaucoup de monde sur l'investissement parce que les gens étaient intéressés et voulaient compléter leurs connaissances, mais il y avait effectivement plus un côté court terme. Là, le fait que l'investissement s'inscrit dans le long terme est compris des utilisateurs et des investisseurs, et les gens comprennent qu'il y a des cycles et qu'il y a effectivement de temps en temps des cycles baissiers, mais que ça s'inscrit dans le temps long. Donc on revient finalement à vraiment apprécier les entreprises et comprendre ce qu'elles font dans le fond et sur le temps long. La deuxième chose, c'est qu'on voit que les gens vont faire ce qu'on appelle des cross-assets, donc ceux qui étaient venus par les cryptos vont migrer et vont aller plus vers les actions ou les ETF parce qu'ils considèrent que les cryptos, c'est un petit peu difficile. Et puis, il y a aussi des différences de méthodologie. On ne peut pas être bon tout le temps, partout, et tout connaître. Donc, il y a des gens qui préfèrent aller faire du copy trading, s'inspirer de sa stratégie et copier d'autres investisseurs. Et le dernier point, c'est qu'il y a une appétence certaine pour tous les contenus académiques. Voilà, les personnes veulent investir, mais veulent comprendre ce qu'elles font dans le temps long, tout en considérant évidemment les news qui ont l'effet de faire rebondir les marchés ou de leur donner une certaine apathie et fébrilité pour souvent. Merci beaucoup Valérie Khalifa d'avoir été avec nous pour ouvrir cette nouvelle édition de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes directrice marketing France chez eToro. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Markets Academy. Et nous enchaînons à présent avec Markets Academy. Nous allons nous demander ensemble ce qu'il faut garder en tête coûte que coûte lorsque l'on veut investir sur les marchés financiers. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Éric Pinon, le président d'honneur de l'AFG. Bonjour Éric Pinon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. J'ai envie de vous poser la question de but en blanc pour commencer. Lorsque l'on veut investir sur les marchés financiers, que l'on est un épargnant peu ou pas averti, que faut-il absolument garder en tête ? Je crois que le plus important à garder en tête, c'est que les performances des entreprises que nous allons potentiellement investir, sur lesquelles nous allons les uns les autres investir, ne font pas de la croissance linéaire, c'est-à-dire régulière. Donc il faut adapter son choix et ses investissements sur sa durée, ce que j'appelle même en jargon facile, la destination. Est-ce que c'est de l'argent que je veux pour 3 mois, 3 ans, 20 ans ? Et je crois que c'est un des critères importants de garder en tête. Le temps doit être
définie avant l'investissement, parce qu'il peut y avoir sinon une angoisse d'un rendu trop mauvais sur une période courte, alors qu'en fait, le produit choisi sera très bon sur une période un peu plus longue. Donc il faut s'affranchir finalement d'une évolution de valorisation d'un cours et se poser la question avant de sa durée d'investissement sur les marchés financiers. Exactement, mais le problème, c'est que le monde moderne fait qu'on a une information qui est très 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 fréquente. Bien sûr, ouais. Avec son téléphone portable, on peut regarder l'évolution des cours toute la journée. Je pense que c'est pas la peine de se stresser à partir du moment où on a fait un choix, et un choix, encore une fois, sur une destination. Si on a décidé que c'était de l'argent à 2, 3, 4 ans, ne pas regarder tous les jours si le cours monte ou baisse. On va se faire du stress pour rien. Et à mon avis, on va surtout faire des grosses erreurs parce que faire ce qu'on appelle dans notre jargon technique du market timing, c'est-à-dire d'essayer d'être toujours au bon endroit, on se rend compte historiquement que ça ne marche pas et surtout que les gens ont plutôt tendance à regarder la hausse en se disant « Ah, j'aurais dû m'y mettre » et à s'angoisser de la baisse en disant « Il vaut mieux que je sorte tout de suite ». Et c'est exactement les phénomènes inverses qu'il faudrait essayer de mettre en place. Alors on l'a dit, on s'adresse aux investisseurs qui sont peu ou pas avertis sur les marchés financiers, mais qui sont en quête effectivement de connaissances sur le sujet. Est-ce que c'est donné à tout le monde d'investir sur les marchés financiers selon vous ? Je pense que ça devrait être donné à tout le monde si on a, et je pense que c'est un des sujets en plus du moment, la chance soit de connaître un peu, ce qui est le cas de peu de personnes parce que l'éducation financière n'est pas suffisamment bonne en France en particulier, mais si on a la chance d'avoir des bons conseillers et des bonnes préoccupations sur à quoi va servir cette épargne, cette capacité que j'ai à mettre un peu d'argent de côté, on y reviendra peut-être après, eh bien oui, ça doit être donné à tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est pas en allant faire du livret A à 3% depuis le 1er février, oui. Donc, qu'on va effectivement couvrir les problèmes de l'effet inflationniste. Mais c'est donné à tout le monde si tout le monde prend la conscience du délai, du conseil et surtout n'attend pas et ne rêve pas tout haut de performances qui sont impossibles. Croire qu'on va faire 15% linéaire annuel, ça ne se fera pas. Réponse donc à la question, oui, tout le monde devrait en faire, sur du moyen long terme, entre autres sur de l'épargne à destination, allez, on va dire supérieure à 5 ans. Alors, dans ce que vous dites, il y a deux questions qui peuvent se poser, effectivement. Alors, avoir en tête qu'on ne fera pas du 15% très rapidement, donc c'est peut-être quel est l'objectif qu'on va se fixer, et surtout quel est le montant qu'on veut investir ou qu'on doit investir sur les marchés financiers. Je crois qu'il faut faire très attention à ne pas en mettre trop. Alors, je prends toujours ces exemples. Je ne sais pas si tout le monde a eu une fois dans sa vie l'occasion d'aller dans un casino, mais si on veut passer une bonne soirée, il vaut mieux pas jouer tout sur un numéro plein, comme on dit, dès la première tour de roulette. Bien sûr. Donc il faut faire du placement à destination, mais tranquillement. Si on a, je donne un chiffre, 100 à investir, on met 20 tout de suite, il ne faut pas se poser de questions, puis après les 80 restants, il faut les faire au fil de l'eau. Mais une chose est sûre, et par rapport à votre question, c'est attention à ne pas aller trop fort, trop vite, et surtout attention à la diversification. On a la chance aujourd'hui d'avoir une offre pléthorique mondiale de placement, ne pas faire une seule valeur, même si elle peut être très bonne, parce que c'est trop dangereux, c'est trop incertain, et en tout état de cause, pas assez diversifié. Quel montant, du coup, investir ? Vous avez une idée comme ça qu'on pourrait donner, un pourcentage de portefeuille, par exemple ? Moi, je crois que les deux points importants, c'est est-ce que j'ai la capacité de ce qu'on appelle la propension à épargner sur mes revenus ? Je crois qu'il y a un sujet budgétaire avant toute chose, c'est est-ce que ce que je gagne, je le dépense totalement ou partiellement ? Si j'ai la chance de ne pas tout dépenser, à ce moment-là, aujourd'hui, une partie de l'épargne part dans les placements immobiliers, mais il y a une partie trop faible qui part dans les placements financiers. Pourquoi ? Parce que les placements immobiliers, d'abord, coûtent cher. Deuxièmement, les taux remontent, le problème de l'énergie, des fameuses contraintes aujourd'hui de classification. Bien sûr, oui. On a près de 65% du patrimoine des Français qui est en immobilier, ce qui est une très bonne chose. Mais sur les 35% restants, il y a moins de 5% en actions. Donc, ma réponse à la question, c'est 1, oui, investir toujours un petit bout en action. Et si on a une propension épargnée de 100, je prends toujours ces chiffres simples, je pense que mettre entre 10 et 15% d'actions plutôt que d'en mettre 5 serait, à mon avis,
une très bonne nouvelle pour l'ensemble des gens, y compris sur des sujets un peu politiques, mais qui fait que les entreprises qui gagnent de l'argent vont vous permettre de faire de la croissance de votre épargne. Alors, je vous propose d'aller un petit peu plus loin sur la chaîne de valeur, Éric Pinon. Là, on parle effectivement du portefeuille de l'épargnant, de l'investissement sur les marchés financiers, de cet argent placé sur les marchés financiers. Quand on parle d'investissement, c'est qu'on l'investit quelque part avec ou non un retour potentiel de cet investissement. Concrètement, que finance mon argent investi sur les marchés financiers ? Alors, je crois que cette question est excellente. Elle est excellente parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que je veux que mon argent soit à des destinations, entre autres ce qu'on appelle les critères ESG ou les fameux critères dits sustainable en anglais, durables. Bien sûr. On veut que l'argent soit au bénéfice de l'entreprise avec un partage de richesse, un partage de valeur. Il faut effectivement que la société dans laquelle j'investis traite correctement ses collaborateurs avant de traiter ses actionnaires, comme c'est un sujet politique. Bien sûr. Je prends parti pour personne. Mais une chose est sûre, c'est que la création de valeur, elle vient de tout le monde. Donc je pense que ce que vous dites et ce qui est la question du jour, c'est que tous les acteurs que vous allez voir et tous les placements que vous allez faire, ils doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes sur le E, le côté environnemental qu'on a déjà largement évoqué, sur le S, c'est-à-dire le côté social, c'est-à-dire gestion globale de l'entreprise, et sur le G. Le G, c'est la gouvernance. D'avoir des écarts de rémunération trop importants dans une entreprise semble être un vrai problème. Qui est le créateur de valeur ? Est-ce que c'est celui qui est sur la chaîne de montage ? Bien sûr. Ou est-ce que c'est le PDG ? Je pense que les deux ont leur rôle, que les deux ont leurs besoins, et ne pas confondre, ce qui est un peu trop souvent fait en politique, c'est qu'un actionnaire, même s'il est dirigeant de l'entreprise, il est avant tout dirigeant de son entreprise. Donc il faut absolument que les gens comprennent que aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la gestion, l'ensemble des sociétés de gestion que j'ai le plaisir d'avoir présidées et surtout qui sont des propositions de solutions d'épargne, se soucient de mettre l'argent auprès de gens qui vont faire du bien, non pas du bien au portefeuille uniquement, mais du bien à la société, à la création de valeur, à la partage de richesse. Oui, parce que ça va in fine, dans des entreprises françaises ou étrangères, mais en tout cas dans des entreprises, dans l'économie réelle. Tout à fait. Le problème qu'on a, c'est qu'on croit que investir en bourse, c'est comme un casino et ça ne finance rien. Alors, il est vrai que c'est pas de l'argent frais systématiquement, mais par contre, il y a ce qu'on appelle des augmentations de capital, il y a effectivement des opérations sur titre. Tous ces éléments-là sont des éléments qui crédibilisent la valeur et qui, quand on investit, quand on permet aux gérants à qui vous confiez votre argent d'investir, va donner du pouvoir, de l'énergie et de la force à ces entreprises pour faire mieux, pour faire plus de recherche, par exemple, et développement. Alors, on peut parler de la partie purement pharmaceutique, on peut parler de la recherche sur les batteries, par exemple, versus les voitures. Enfin, il y a plein de sujets. Et l'argent, oui, vous avez raison, elle n'est pas uniquement posée sur la table et on la regarde. Non, elle a des objectifs d'investissement, de croissance, de développement. Si je reviens sur le portefeuille de l'épargnant ou sur les investissements réalisés par l'épargnant, est-ce qu'il est possible de diminuer son exposition au risque sur les marchés financiers, Éric Pinon ? Alors, la réponse est oui par certains produits, mais elle est surtout oui par l'allocation dont on parlait juste avant, globale. C'est-à-dire que la question que vous me posiez tout à l'heure, combien faut-il investir et comment faut-il investir ? Je pense qu'il ne faut pas commencer à se dire « j'investis, mais je veux réduire le risque ». Il faut dire « j'investis moins ». Mais là où j'investis, je prends le risque. Mais comme j'ai une pondération, alors j'ai dit 10-15% tout à l'heure, donc je vais reprendre ce chiffre, les 90 ou 85% qui restent, qu'ils soient en immobilier, qu'ils soient en placement court terme et autres, avec en plus la chance qu'on a peut-être à partir de maintenant d'avoir des rendements sur le court terme qui vont remonter, comme c'était le cas il y a 20 ou 30 ans, je pense qu'il ne faut pas se soucier du risque de volatilité, comme on dit dans notre jargon, de ces 10-15%. Donc la réponse n'est pas... Parce qu'on se sera prémuni par ailleurs du risque sur le reste. La réponse n'est donc pas sur la partie qu'on investit en risque, j'aime pas ce mot de toute façon, mais cette partie qu'on investit à destination, mais c'est l'allocation globale qui va faire qu'on sera protégé parce qu'on aura un peu de tout dans toutes les cases. On entend souvent qu'on peut réduire le risque avec la durée d'investissement, c'est vrai ça ? Alors la réponse est, on ne peut pas réduire le risque avec la durée d'investissement, on peut juste, grâce à la durée d'investissement, avoir un retour sur investissement qui va être meilleur. Une chose est certaine, c'est que si vous investissez dans un projet, qu'il soit audiovisuel, qu'il soit de n'importe quelle nature, ça ne se fait pas en 3 jours. Donc oui, la durée d'investissement permet non pas de réduire entre guillemets le risque, mais permet de faire qu'on laisse le temps au temps pour faire que des bons projets voient le jour et soient rentables.
Éric Pinon, vous êtes président d'honneur de l'AFG. Vous avez présidé l'Association française de la gestion financière. Quelles questions doit-on se poser lorsqu'on doit faire des choix d'investissement? Je crois que la vraie question, et je vais peut-être reboucler sur ce que j'ai dit, c'est qui me conseille? Là-dessus, l'autorité des marchés financiers est très en warning, comme on dit, ou en attention en ce moment, sur attention à ne pas écouter toutes les sirènes qui peuvent vous tenter. D'accord. Ou alors se poser la question de l'intérêt de celui qui vous conseille, par exemple. Par exemple, c'est le cas sur on peut parler des influenceurs, etc. Le deuxième sujet, c'est: est-ce que j'ai la capacité de tenir une position? Et si oui, est-ce que c'est pour, encore une fois, 3 jours, 3 mois, 3 ans ou 20 ans? Donc être capable d'investir sur le long terme. Sur le long terme. D'accord. Et parce que la création de valeur se fait que sur le long terme. Donc utiliser de l'argent dont vous n'aurez pas besoin demain, par exemple. A priori, il faut mettre sur la partie que vous intitulez risque, que j'intitule moi exposer, effectivement, non, je plaisante. Bien sûr. Oui. Exposer l'argent dont on n'aura pas besoin demain. Le dernier sujet, c'est de ne pas regarder ça trop souvent, parce que sinon on va se faire des nœuds au cerveau, et pour reprendre votre expression, le coûte que coûte, le garder en tête. Que garder en tête coûte que coûte, oui. C'est pas effectivement en regardant tous les jours qu'on va se faire du bien. Il vaut mieux se dire: je l'ai fait, je laisse le temps au temps et les choses vont bien se passer. Vous avez mentionné effectivement les stratégies ESG, donc E pour environnement, S pour social ou sociétal et G pour gouvernance. On sent que ça revient de plus en plus dans les choix d'investissement des épargnants. Est-ce qu'il y a des méthodologies particulières à mettre en place? Est-ce que ça se fait au niveau de chaque entreprise dans lesquelles on investit? Alors oui, la position qui est celle des sociétés de gestion et des investisseurs, c'est de laisser là aussi aux entreprises le soin de montrer qu'elles font la marche en avant vers cette nouvelle appréhension. On n'est plus là pour faire que de l'argent, pour faire que du return. On est là aussi pour faire que les placements qui vont être faits, les investissements qui vont être faits et la contribution de chacun fassent un meilleur partage de la valeur. On a un problème en ce moment qui est un problème réglementaire européen et peut-être même mondial, qui est celui des définitions de ce qu'on appelle l'extra-comptable ou l'extra-financier. Bien sûr. Les choses ne sont pas encore arrêtées, elles vont l'être, je l'espère, assez vite, mais on a des normes comptables très simples, avec des lectures de bilan, de comptes d'exploitation qui sont faciles. Sur le ESG, on ne rêve que d'une chose, et on y participe tous. On veut, parce qu'il n'y aura plus de gestion motivée s'il n'y a pas cette culture ESG. On veut que les critères soient de plus en plus précis, et ils vont l'être. Et grâce à ça, l'épargnant verra que son argent va bien à des objectifs purs, entre guillemets, et surtout à destination du progrès ou de meilleure vie de demain. Donc, si je comprends bien sur ce sujet ESG, il y a une question de temps aussi, effectivement, que les différents acteurs, que ce soit les financiers, les entreprises ou le législateur, s'accordent pour qu'il y ait un peu plus de transparence encore sur le sujet. Pour les critères. De croire que Total est une mauvaise société sous prétexte qu'elle vend du pétrole, c'est d'abord mal connaître Total, parce que Total fait plein d'autres choses que la vente simplement ou la raffinerie. Mais c'est effectivement des choses qui sont en train de se mettre en place. Quels sont les bons critères? Est-ce que c'est l'économie d'énergie? Est-ce que c'est le partage de richesses? Est-ce que c'est effectivement une meilleure gouvernance? Mais les choses avancent, et contrairement à ce qu'on croit, je pense que l'action des sociétés de gestion, dans les assemblées générales par exemple, ou dans les réunions que nous faisons régulièrement, font progresser au profit de l'épargnant et au profit d'une entreprise, des entreprises, vers un meilleur processus et une meilleure organisation. Merci beaucoup Éric Pinon d'être venu sur le plateau de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de l'AFG. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Tendance et Figures. Et nous enchaînons à présent avec Tendance et Figures, le rendez-vous dédié à l'analyse technique de Smart Invest. Et en l'occurrence, nous allons nous demander ensemble ce qu'est le multi-time frame. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Christophe Machineau. Bonjour Christophe Machineau. Bonjour Nicolas. Vous êtes secrétaire général de l'AFAT, l'Association française de l'analyse technique. Vous êtes également le fondateur de CM Trading. Alors, multi-time frame, le terme peut faire un peu peur. Qu'est-ce que c'est, Christophe Machineau ? Alors, le multi-time frame, c'est simplement une représentation graphique qui a évolué par rapport au temps, puisque auparavant, on avait l'habitude en analyse technique d'avoir qu'un seul graphe. Et le multi-time frame, c'est simplement pour une action, un actif donné, on va regarder sur plusieurs unités de temps cet actif, essayer de voir quelles sont les différentes tendances sur cet actif.
D'accord. Alors justement, ça revient peut-être à se poser la question de tendance avant de comprendre ce que c'est que le multi-time frame. On a d'ailleurs un visuel qui va apparaître. D'abord, on se demande ce que c'est qu'une tendance et ensuite, on se rend compte que si on zoome ou si on dézoome sur le visuel, en fait, on se rend compte qu'il y a différents horizons de temps. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que on va dire plutôt qu'il y a différents graphiques selon qu'on va zoomer ou dézoomer. Imaginons par exemple si vous regardiez un tableau, si vous souhaitez prendre du recul, vous allez donc avoir une vision un peu plus globale, et donc c'est prendre une vision sur du long terme. D'accord. Et si vous les zoomez, vous regardez sur du court terme. Donc nous, on va faire ce travail avec des graphiques. Alors pour rappeler une tendance, comme on peut voir sur la photo, c'est simplement imaginer un randonneur qui veut aller tout en haut d'un sommet. Il va commencer à grimper, il va y avoir des pauses, il ne va pas monter rapidement en une seule fois. Et il ne saura jamais voilà. où est le sommet tant qu'il ne l'a pas atteint. Tant qu'il n'a pas atteint, il ne saura pas s'il est arrivé. Et puis pour descendre, bien entendu, il ne va pas sauter dans le vide, il va prendre son temps comme on descendrait une montagne en randonnée. Donc ça, si vous gardez cette image en tête, vous voyez exactement c'est quoi une tendance haussière et baissière. D'accord. À côté, vous avez un graphique qui est représenté, où on voit les prix d'une action. Bien sûr. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'on va pouvoir aussi, entre guillemets, en un clin d'œil, savoir si on a une tendance haussière, flat ou baissière, en utilisant notamment une moyenne mobile long terme. D'accord. Donc une moyenne mobile long terme, là, sur le graphique, vous la voyez, elle est en jaune. Quand elle monte, vous voyez sur la moitié du graphique, on voit donc la flèche verte qui nous dit qu'on a bien cette moyenne qui monte. D'accord. Après, on a une tendance qui s'aplatit, donc je vous ai mis une petite flèche bleue. Bien et sûr. enfin, on va redescendre la montagne avec une flèche rouge. Donc ça, c'est sur une unité temps donnée. D'accord. Si vous voulez aller un peu plus loin, il va falloir pas simplement se dire, moi je vais regarder par exemple du journalier, on va essayer de voir ce qui se passe au-dessus, donc sur de l'hebdomadaire, donc sur du long terme, et on peut aussi regarder ce qui se passe en dessous, par exemple sur du 4 heures. Et alors justement, il y a un autre visuel qui va apparaître, ce fameux multi-time frame. On a l'impression d'arriver dans des mondes parallèles à peu près. C'est-à-dire qu'on a le monde du journalier, le monde de l'hebdomadaire, le monde du mensuel presque aussi. Alors ce qui se passe, c'est une des difficultés des investisseurs qui commencent à regarder les graphiques, c'est que finalement, quelquefois on se dit tout a l'air d'aller bien, puis on essaie de monter dans les unités de temps et on a des surprises. Ici, pour vraiment réexpliquer le mécanisme, si je prends, donc là c'est l'action Apple, et je vais la prendre vraiment sur du court terme, c'est-à-dire que ça va être des bougies horaires. D'accord. J'ai bien ce qu'on appelle une tendance qui commence à devenir haussière. On monte la montagne, on grimpe la montagne, et on remarque juste, par contre, que la fameuse moyenne mobile 200 qui est en jaune est plutôt flat. Flat, voire un peu baissière, oui, effectivement. Ouais. Oui, on dit flat. Ça, c'est flat, d'accord. Voilà, c'est flat. Donc, pour le moment, en une heure, la tendance n'est pas très marquée à la hausse. Vous prenez ce petit rectangle vert, vous zoomez, et vous voyez bien que c'est sur la partie de droite, on passe sur du 4 heures. D'accord. On a une vision un peu plus large, donc c'est plus du moyen terme. La photo est moins sympathique, on a bien une moyenne mobile 200 qui, elle, est plutôt baissière. D'accord. Et enfin, si on fait le même exercice, du 4 heures, on va passer sur du journalier. Donc, à nouveau, vous voyez que sur la droite du graphique violet, on a la petite représentation de ce mouvement baissier en 4 heures. Et plus globalement, donc sur toute l'année 2022, puisque c'est ça qui est représenté sur le graphique violet, on a une baisse de l'action Apple et également une moyenne mobile 200 qui est bien orientée à la baisse. Donc c'est ça le multi-time frame. Alors ça c'est la théorie avec une action Apple, mais effectivement on a un visuel, j'ai envie de dire, un petit peu réduit. Ouais. Si on rentre dans la pratique avec un exemple, par exemple une action, l'action Gerbet, comment est-ce qu'on identifie les différents, comment est-ce qu'on utilise le multi-time frame? Là typiquement, alors Gerbet qui est un spécialiste du diagnostic médical, mais c'est une petite société. Là, je vous prends un exemple. Typiquement, là, vous avez en journalier, donc je réexplique, chaque bougie représente une journée de séance. On a l'action Gerbet qui passe de 27,80 en début juillet et elle va monter jusqu'à 45,66. D'accord. On a bien tous les indicateurs au vert. On a bien une moyenne mobile 200 qui est en progression haussière. Donc tout va bien. Ça, c'est de l'analyse technique classique.
Mais si on passe sur l'unité de temps supérieure, et c'est ce que doivent faire tous les investisseurs, c'est ne pas simplement s'arrêter à une unité de temps donnée, mais essayer de voir finalement, avoir une vision un peu plus globale. Et c'est sur la slide précédente, suivante, hebdomadaire, oui. En hebdomadaire, on voit que l'histoire est un peu moins sympathique puisque on a bien une hausse de 24 jusqu'à 45,66, mais en hebdomadaire, et là on a bien une moyenne mobile 200 hebdo, c'est-à-dire sur 200 semaines, eh bien tout le parcours haussier est stoppé puisqu'on arrive sur potentiellement ce qu'on appelle une résistance en analyse technique. Et donc, on peut se dire la photo est peut-être moins sympathique. Pourquoi ? Parce que cette moyenne mobile 200 hebdomadaire, si elle baisse, c'est que Gerbet a eu un passage compliqué. Et pour la petite histoire, Gerbet vient de 90 € 4 ans auparavant. C'est pour ça que cette moyenne mobile 200 est baissière. Rapidement, si on regarde Gerbet en janvier 2023, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, là, on revient, donc on voit bien la hausse entre 27,80 et 45,66. Malheureusement, on n'a jamais réussi à dépasser cette résistance. Vous voyez qu'on n'a aucune bougie qui la dépasse et on descend jusqu'à 15,28. Remarquez bien que finalement, on était content quand on avait gagné quasiment 18 € à 45 €, mais on en perd derrière quasiment 30 €. Et alors, en quelques mots, Christophe Machineau, quelle unité de temps regarder quand on est investisseur alors ? Alors, sur la prochaine slide, ce qui est important, c'est de se dire, vous, quel est votre profil ? Si vous êtes plutôt quelqu'un qui veut souhaiter rester sur une action pendant quelques jours, donc vous êtes plutôt un swing trader, je vous conseille de regarder le 1 heure, le 4 heures et le journalier, day pour daily. Si vous êtes plutôt un investisseur, c'est-à-dire vous souhaitez rester quand même quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois, ce n'est pas la peine de descendre beaucoup plus bas que le 4 heures. Restez sur du daily également et du weekly. Enfin, si vous avez une approche Warren Buffett et vous souhaitez rester quelques années sur une action, vous n'avez aucun intérêt à descendre en dessous du journalier. Vous regarderez des graphiques également hebdomadaires et mensuels et vous aurez une vision complètement globale. Pour terminer, le plus important, c'est de ne pas stresser et de commencer à descendre sur du 5 minutes ou du 2 minutes. C'est le piège que font la plupart des débutants. Merci beaucoup Christophe Machineau. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'AFAT et fondateur de CM Trading. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Smart Invest. De retour dans Smart Invest, nous allons dresser le bilan ensemble des 6 mois du programme d'apprentissage où 4 participants se sont essayés au marché financier au moyen de portefeuilles virtuels mis à disposition sur la plateforme eToro. Et pour débriefer de ce programme d'apprentissage, nous avons le plaisir d'être en plateau avec David Derry, analyste chez eToro. Bonjour David Derry. Bonjour. Mais aussi avec Antoine Fraissoulier, analyste financier chez eToro également. Bonjour Antoine Fraissoulier. Bonjour Nicolas. Bienvenue à tous les deux. On va commencer avec vous, David Derry. 6 mois d'investissement, 4 participants que vous avez suivis tous les deux. Comment se sont déroulés ces 6 mois d'apprentissage, David Derry ? Plutôt bien, parce qu'on le voit sur les 4 participants. On en a 3 justement qu'on finit en positif, dont Marie-France qui a même performé d'environ 10% sur l'ensemble du programme. Donc on le voit, les marchés ont été assez volatiles aussi pendant ces 6 mois, avec notamment les discours des banques centrales, les narratifs de récession. Et puis malgré ça, on voit qu'ils ont réussi à tirer de la performance, notamment le mois de janvier qui a été bénéfique pour la plupart des candidats. Un bon mois de janvier qui permet à 3 candidats sur 4 donc, de finir le programme dans le vert. C'est vrai qu'il y a 2 choses. Il y a ce qu'on peut évoquer sur les marchés financiers, puis il y a le choix des valeurs au quotidien quand c'est son portefeuille à soi et qu'il faut choisir entre une action, un ETF, un copy portfolio sur la plateforme eToro ou autre. Là aussi, est-ce que vous avez senti des questionnements particuliers sur les choix d'investissement ? On voit que les candidats n'ont pas eu tous la même stratégie. Par exemple, Mathieu Ilouz, lui, a plus été tourné vers les ETF. Marie-France, à elle, choisi une diversification assez totale parce qu'elle a fait à la fois des crypto-monnaies, à la fois des actions, à la fois un peu de matières premières, etc. Mais on voit justement que tous les candidats ont eu leur propre stratégie et ont décidé après de diversifier avec ce qui leur plaisait, notamment des ETF pour Mathieu Ilouz ou des crypto-monnaies pour Mathieu Stéphanie.
Antoine Fraisse-Soulier, David Derry l'a rapidement mentionné, la période n'était pas non plus hyper simple pour des épargnants qui s'y connaissaient peu ou pas sur les marchés financiers. On a eu des comportements de marché que tout le monde n'arrivait pas à expliquer, avec un recul des marchés financiers en fin d'année 2022, un rebond d'un coup d'un seul, début 2023, une séquence banque centrale que tous les marchés suivaient. Quels ont été les grands événements? Alors je les ai donnés rapidement, mais comment est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas les marchés financiers pour naviguer dans ces événements? C'est sûr que les conditions de marché étaient extrêmement compliquées parce qu'on a une volatilité qui est extrême, donc effectivement c'était compliqué à ce niveau-là. Ensuite, lorsque le programme a commencé, c'était au mois de septembre. Le mois de septembre a été très mauvais sur les marchés, mais en revanche, octobre et novembre ont été des mois assez positifs, même très positifs. Donc en fait, ils ont quand même pu profiter du rebond des marchés. Décembre a été un mois plutôt neutre et janvier a été un mois excellent, notamment sur les valeurs technologiques. Donc au final, ils ont quand même profité de conditions de marché plutôt favorables, même si ça reste une année 2022 négative dans l'ensemble. Le dernier trimestre 2022 a été plutôt positif. Donc en fait, ils ont quand même profité de cela. Ensuite, effectivement, la diversification a été vraiment le maître mot parce que la personne qui a gagné, Marie-France, a le mieux diversifié son portefeuille. Alors on rappelle que c'était pas un concours, donc effectivement la personne qui affiche la plus haute performance, mais l'idée n'était pas forcément d'aller que sur la performance financière, mais de regarder aussi les convictions de gestion. Mais effectivement, à la fin, on est quand même content d'avoir un portefeuille en positif. Oui, c'est vrai. Et le côté prudent de Mathieu Ilouz a aussi été bénéfique puisque c'était quand même le candidat le plus prudent qui n'a pas investi la totalité de son capital, il a investi 50% de son capital. Il a quand même réussi à avoir une performance bien positive, mais effectivement les conditions de marché étaient quand même plutôt favorables finalement aux participants. Aux participants, David Derry, est-ce qu'il y a des grands enseignements de ce programme d'apprentissage vis-à-vis d'un public qui ne s'y connaît pas ou qui s'y connaît assez peu sur ces marchés financiers? Moi, je trouve qu'il y a des apprentissages assez intéressants. Alors déjà, il y a eu le stop loss de Marie-France qui s'y attendait pas et qui, comme elle a l'habitude de le dire, la machine qui a activé son stop loss. Et donc montrer qu'il y a des concepts importants, le stop loss, le take profit, l'effet de levier, qui sont importants d'appréhender. La deuxième chose aussi qui était intéressante et qu'on a appris avec ce programme, c'est comment allouer et quelle allocation on va mettre sur un actif. Et ça a été notamment le cas de Mathieu Stéphanie ou de Flavie, qui ont au début mis beaucoup et qui ont alloué beaucoup de leur portefeuille, en fait. Mathieu Stéphanie sur Orpea et Flavie sur Tesla. Sur une conviction chacun, finalement, oui. Exactement, et on le voit que quand le marché ne va pas dans la bonne direction, ça crée aussi un drawdown, donc une perte assez importante sur le portefeuille. Donc ça aussi, c'est important de prendre en considération, et je pense que le programme l'a bien montré. Je reviens un petit peu sur le contexte. Antoine Fraisse-Soulier, vous disiez que le contexte était plutôt favorable. Est-ce qu'on peut dire que finalement, on a trois participants sur 4 qui affichent des performances positives? C'est un peu aussi grâce au rallye de début d'année sur les marchés financiers. Oui, alors pour Flavie, ça a été le cas puisqu'elle a passé essentiellement le temps en territoire négatif et elle finit en territoire positif, mais une faible performance. Effectivement, comme disait David, elle avait une pondération très importante sur Tesla. Bien sûr, oui. 30% de son capital, je crois. Et effectivement, Tesla a rebondi de 40% au mois de janvier. Du coup, ça lui a permis de passer. Mais effectivement, c'est important là. L'exposition de son portefeuille, c'est vrai qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, c'est bien une expression qui marche en bourse. Alors, on ne va pas déjà mettre 30% sur une valeur de son portefeuille, c'est déraisonnable. Il vaut mieux en général quand même diversifier au maximum ses investissements. Merci beaucoup David Derry et Antoine Fraisse-Soulier. Je vous propose de retrouver tout de suite finalement les 4 participants et de recueillir leurs impressions sur ces 6 mois du programme d'apprentissage. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans Team Invest. Et c'est parti pour Team Invest. Nous avons le plaisir de retrouver en plateau les 4 participants au programme d'apprentissage Smart Invest. Nous avons le plaisir d'être en plateau avec Flavie Voyer. Tout d'abord, bonjour Flavie Voyer. Bonjour Nicolas. Vous êtes étudiante en Master 2 à l'EDEC Business School. Nous avons le plaisir d'être également avec Mathieu Stéphanie. Bonjour Mathieu Stéphanie. Salut Nicolas. Vous êtes CEO de Alvo Market et président de Cosa Vostra. Nous avons le plaisir également d'être en plateau avec Marie-France Pedroni. Bonjour Marie-France Pedroni. Bonjour. Vous êtes expert comptable et cofondatrice de Bobby et nous avons le plaisir d'être également avec
Mathieu Ilouz. Bonjour Mathieu Ilouz. Bonjour Nicolas. Et vous êtes jeune diplômé de master en ingénierie financière. Et on vous a suivi pendant 6 mois, tous les 4, sur les réseaux sociaux, en plateau. On a suivi vos décisions d'investissement, on a suivi parfois vos doutes, vos questionnements. On va commencer avec vous, Flavie Voyer. Comment est-ce que vous avez vécu ces 6 mois d'apprentissage sur les marchés financiers? Vous ne connaissiez pas du tout le monde de l'investissement avant. Exactement. En fait, ces 6 mois se sont plutôt bien passés et c'était ma première expérience sur les marchés financiers. Donc, une vraie opportunité de découvrir tout l'univers. Globalement, j'ai terminé avec un portefeuille en positif. Donc, ça, je suis plutôt contente et c'est grâce à certaines valeurs qui ont carrément tiré mon portefeuille vers le haut. Ce sont notamment Netflix, je crois, avec plus 47%. J'ai aussi DocuSign, Coursera et Air Liquide. Et qui ont compensé donc justement avec Tesla, où j'ai eu une plus forte baisse, et Ubisoft aussi. Tesla qui faisait partie des valeurs que vous aviez choisies, notamment parce que, si je ne dis pas de bêtises, vous étiez mis comme contrainte d'aller vers des entreprises qui étaient en lien avec vos valeurs, et notamment sur des sujets de transition énergétique ou de transition écologique. C'est ça, j'avais défini 2 critères de départ, donc investir dans les entreprises de la tech et les entreprises dites responsables. Et Tesla en faisait partie parce que je croyais dans l'idée de passer à l'électrique dans le secteur de l'automobile. Donc évidemment, je n'avais pas du tout anticipé la forte baisse qui était notamment liée au rachat de Twitter avec Elon Musk. Sûr, ouais. Et depuis début janvier, ça a pris à peu près 50%, donc ça m'a permis de rebasculer en positif après. Ça a été un apprentissage, ça de se rendre compte effectivement que le cours de bourse d'une entreprise peut avoir finalement aucun lien avec l'activité économique de l'entreprise, quand on prend l'exemple précis effectivement du rachat de Twitter par Elon Musk. Exactement, pour Tesla, je n'avais pas du tout anticipé que le côté médiatique en fait, d'un dirigeant pouvait avoir autant d'impact sur le cours de l'action de son entreprise, et c'est ce que j'ai pu observer. Donc je pense que dans le futur, je mettrai peut-être une plus petite partie de mon portefeuille sur la valeur pour éviter d'avoir une aussi grande baisse, parce que j'avais mis 20% à peu près. Mathieu Ilouz, vous êtes jeune diplômé de master en ingénierie financière. La finance n'a pas de secret pour vous. Comment est-ce que vous avez vécu ces 6 mois d'apprentissage finalement sur les marchés financiers, si tant est qu'il y avait encore un apprentissage à faire de votre côté? Si, il y a toujours un apprentissage à avoir. Ça a été 6 mois très enrichissants pour moi, qui m'ont permis d'appréhender la gestion d'actifs sous un autre angle. Pendant ces 6 mois, j'ai essayé de remplir mon objectif, à savoir essayer de construire un portefeuille diversifié, avec un niveau de risque modéré, permettant de capter de la croissance à long terme sur les marchés. Donc pour ça, je me suis notamment appuyé sur des produits de type ETF. D'accord. Comme vous l'avez vu, avec une allocation 100% ETF. Voilà, à mon sens. Donc ETF, on précise quand même, pour ceux qui nous écoutent, on va suivre un indice qui lui-même est composé de différentes valeurs, parfois avec des thématiques. Ça, c'est des choses qu'on peut entendre de manière très théorique. Et là, vous l'avez testé de manière pratique et ça correspondait finalement à vos objectifs d'investissement? C'est ça. J'ai souhaité, à mon sens, une grande exposition à ce qu'on appelle des single stocks, des titres individuels. Représente une grande source de risque. En l'occurrence, je n'ai pas souhaité prendre ce risque. C'est pour ça que j'ai opté pour cette allocation 100% ETF. En l'occurrence, en grande partie sur des ETF large cap, sur des zones géographiques assez vastes, donc même pas des ETF sectoriels. D'accord. Pour 90% de mon portefeuille. Et ça m'a tout de même permis d'avoir une performance positive à l'arrivée. J'ai la sensation d'avoir pris assez peu de risques. Donc, je n'ai pas de grands regrets au niveau de mes décisions d'investissement. Vous n'avez pas pris énormément de risques, vous n'aviez pas envie d'en prendre sur les marchés financiers. Ce n'était pas votre façon finalement d'appréhender les marchés financiers? C'est ça, bien qu'on ait un portefeuille fictif, j'ai essayé de le gérer. Comme si c'était votre argent? Comme si c'était vraiment mon argent. Et avec mon épargne, je ne sais pas forcément le niveau de risque que j'aurais pris. J'estime que je suis assez averse au risque. Donc en l'occurrence, oui, j'ai souhaité prendre assez peu de risques, bien qu'en investissant dans des actions, on prend quand même un risque. Vous étiez venu ici sur ce plateau quand on vous avait posé la question de votre stratégie. Vous nous aviez donné un terme que j'ai retenu, qui était stratégie core satellite. Alors effectivement, là aussi, on se dit, théoriquement, ça a sûrement beaucoup de vertus, mais dans la pratique, est-ce que ça correspond à vos attentes théoriques sur le sujet ? Alors, c'est ce que j'ai mis en pratique. Alors, corps satellite, vous pouvez peut-être nous définir ce que c'est? Oui, tout à fait. Donc, ça consiste à scinder ma stratégie en 2. En l'occurrence, moi, j'avais 90% de mon portefeuille qui était orienté vers des ETF, grande capitalisation sur différentes zones géographiques. Donc, c'est une gestion globalement passive dans laquelle on prend peu de risques. Et pour tenter de booster un petit peu les performances de mon portefeuille, j'avais orienté 10% de mon portefeuille, toujours vers des ETF, mais dans des secteurs plus spécifiques. Donc ça consiste en ça, le corps satellite, et ça permet de chercher un équilibre rendement-risque. Idée assez
proche de ce que je souhaitais. En l'occurrence, ma performance s'est faite sur la partie la moins risquée. Sur la gestion passive, ma partie satellite n'a pas particulièrement bien performé sur les 6 mois, en partie à cause de mon market timing qui n'a pas été bon. Et j'aurais peut-être dû faire une entrée progressive comme je l'ai fait sur les 90 autres % de mon portefeuille. Ça veut dire que vous n'êtes pas rentré au bon moment ou pas sorti au bon moment, c'est ça ce que... C'est ça, je ne suis pas entré au bon moment. En fait, étant donné le faible montant que représentaient ces 10 %, j'ai fait le choix de rentrer en une fois sur ces valeurs, alors que sur les 90 autres %, je suis bien rentré de façon étalée en DCA, ce qui a été plus payant, au-delà même du choix des secteurs qui n'était pas forcément bon étant donné le contexte économique. Après, ça reste sur 6 mois, donc à voir sur une perspective de long terme qui était mon horizon de placement initial. Moralité, il faut rester fidèle à ses objectifs de départ. Marie-France Pedroni, on va continuer avec vous. Alors je rappelle, Mathieu Elouz, le sujet n'était pas forcément de faire de la performance, mais quand on a effectivement un petit peu de performance positive à la fin, on est content. Vous avez fait environ 5,2% de performance. Flavie Voyer, vous avez fait 3,6% de performance. Marie-France Pedroni, vous êtes celle qui affichait le portefeuille avec la plus haute performance. Quels étaient les objectifs que vous êtes fixés au départ et comment est-ce que vous êtes allé la chercher, cette performance ? Je suis beaucoup moins spécialiste que mon voisin. Donc pas d'ETF. En fait, j'ai fait ça plus en gestion de mère de famille. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, j'ai réparti mon portefeuille. J'ai essayé d'avoir des valeurs très très variées, plusieurs, mais pas trop non plus. J'avais au plus fort une douzaine de valeurs pour pouvoir les suivre convenablement. Des valeurs que je connaissais bien, donc je dis pas que je passe ma vie chez Hermès, mais quand même, je connais cette société, Netflix, des valeurs, donc de l'or, du sucre, ça aussi, je pense que tout le monde connaît. Peut-être des valeurs, encore une fois, traditionnelles. Alors, j'ai quand même eu aussi un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum. L'idée, c'était aussi d'être très varié, de voir un peu comment ça allait fonctionner. Mon objectif, au départ, c'était pas de gagner, entre guillemets, le challenge, pas du tout. C'était véritablement, peut-être, alors contrairement à toi, Mathieu, c'était pas mes sous. D'accord. Donc vous pouviez tester des choses, des crypto-monnaies par exemple, ou des matières premières. Alors par ailleurs, j'ai des crypto-monnaies. D'accord, très bien. Donc non, c'est pas le bon exemple. Donc vous connaissiez, ça c'est bon. Mais en fait, voilà, on nous a donné, entre guillemets, un budget. Ce budget, j'y étais. Alors que peut-être que dans la vraie vie, j'aurais été un tout petit peu plus réticente à faire tous ces investissements comme ça, sans finalement me poser trop de questions. Alors je reviens, comme pour Mathieu, sur ce que vous nous avez évoqué en plateau, notamment vous avez découvert ce que c'est qu'un stop loss. Est-ce que du coup ça c'est un apprentissage sur ces 6 mois d'investissement? Je veux redire quand même que le stop loss en tant que tel, c'est pas c'était que sur la plateforme, et ça je suis bien placée pour le savoir puisque moi je suis cofondatrice d'une plateforme. En fait, il y a un paramétrage en fait qui est en automatique. Bien sûr, quand j'ai acheté l'or et le sucre au tout début, eh bien de façon automatique, alors que j'avais pas bien vu, c'était coché et donc effectivement, comme au début ça a baissé puis après ça a remonté, donc il a fallu que je rachète puisque parce que ça a été vendu la machine me les avait vendus automatiquement. Voilà. Donc c'est plus la pratique de l'outil. Bien sûr. Non, c'est bon. Le garde-fou de l'outil qui finalement que vous avez découvert. Je ne le remets pas en cause, ce garde-fou. Ça peut être très très bien, justement, quand ce sont nos vrais sous. Bien sûr, effectivement. Mathieu, Stéphanie, un mot sur... alors effectivement, j'ai parlé de performance. Vous avez fait des choix de conviction, si on peut le dire, ainsi. Je me sens gêné, Nicolas. Un petit peu. Vous avez gardé le meilleur pour la fin. J'ai gardé le meilleur pour la fin, exactement. Vous avez fait des choix d'investissement sur ces 6 mois. Vous avez décidé d'aller sur les crypto-monnaies, vous avez décidé d'aller sur Orpea, également sur d'autres titres. Comment est-ce que vous avez vécu cet apprentissage de 6 mois? J'avais un grand apprentissage, c'est que j'allais fermer ma grande gueule. Parce que, au début, j'ai dit, je suis arrivé en disant je suis là pour gagner. Vous m'avez répondu, c'est pas un concours, donc je prends c'est pas un concours. Ce n'est pas un concours, j'ai perdu on confirme. je suis le seul dans le négatif, je crois. Donc voilà, mais je vous rejoins sur le fait que ce soit un peu virtuel. Je me suis quand même aussi un peu emballé sur certains engagements, notamment Orpea, où ce que je fais pas dans la vraie vie, parce que j'ai aussi un vrai portefeuille eToro sur lequel je fais plutôt une bonne période, mais plus prudente. Donc je fais pas non plus de gros gains, je fais pas de grosses pertes. Mais là sur Orpea, j'étais assez boule. Donc l'idée était de me dire je pense que cette boîte est au fond, et puis à chaque fois que ça creusait, je me disais allez, j'y retourne, j'en remets. Et avec cette idée quoi de
de se dire ça ne peut que remonter, je serai là le jour où ça remontera, c'est ça? Et voilà, et puis finalement, elle a été reprise au fond par la Caisse des dépôts et de consignation, oui. Voilà, ces derniers jours. Donc, du coup là-dessus, j'ai joué, j'ai perdu. Mais c'est intéressant aussi de le voir comme ça. Il y a d'autres apprentissages que j'ai pu avoir sur le dollar cost averaging, c'est-à-dire que, notamment sur les cryptos, j'ai aussi eu une démarche qui était de dire ça descend, ça descend, ça descend, donc je rachète. Et quand ça rebondit, et comme j'achetais à moins cher, j'en achetais plus. D'accord. Quand le rebond est arrivé, je gagnais plus. Je revenais pas à ma somme initiale, mais vraiment, je suis en gain. Donc finalement, les gains sur les cryptos, ils sont intéressants parce que ça fait partie. Bitcoin et Ethereum sont mes gains numéro 2 et 3. Mais c'est intéressant ce que vous dites, puisque ça revient à ce que nous disait Mathieu Helous. Finalement, s'il y a un apprentissage que vous retenez, c'est celui de se fixer des objectifs au départ et s'y tenir, quelle que soit la variation des actifs sur lesquels on a envie d'investir. Oui, j'ai investi assez peu dans de nouveaux actifs. Je me suis renforcé dans mes convictions. Et ce qui est intéressant, je pense aussi, c'est d'avoir... je ne suis pas allé comme vous, Mathieu, sur les ETF exactement. J'ai fait quand même un MSCI World, qui doit être un ETF. En revanche, je suis allé sur... Donc, c'est les 1000 plus grosses cotations, je crois. Oui, effectivement. C'est un indice, effectivement, qui reprend les plus grosses cotations dans le monde, d'où son nom. Alors après, est-ce que vous avez investi spécifiquement sur un ETF? Ce sera à vérifier sur la plateforme. Mais ce que j'ai fait, ce sont les copies portfolio qui ont été bien gagnants. C'est-à-dire, le plus gros gain que je fais, c'est Genesis, presque 14%. Et après, en effet, j'ai fait des copies sur Euraseo, sur Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Donc, je suis vraiment allé j'ai copié des portefeuilles existants sur lesquels j'ai presque gagné sur tous, sauf sur les énergies renouvelables, qui est la deuxième, sur laquelle j'ai perdu 10% aussi. Mais... Bon, mais finalement, si je vous écoute, il faut faire confiance à d'autres qui, finalement, on montre déjà des performances positives, ou il faut éviter de prendre trop de risques. Mathieu, sur les marchés financiers, c'est la stratégie la plus payante que vous avez, que finalement c'est celle qui a le plus payé? Je ne sais pas, peut-être ce qu'on peut retenir, c'est la force de la diversification au sein des portefeuilles. On a vu qu'à travers les stratégies des différents participants, c'était les portefeuilles les plus diversifiés qui avaient le mieux performé sur la période. Donc certes, la diversification n'est pas gage de performance. Je pense que c'est gage d'un rapport rendement-risque qui est assez maîtrisé. Si je peux me permettre, c'est ce que j'allais dire, parce que je pense que si j'avais fait le bon pari sur Orpea, et là on est sur du pari. Bien sûr, exactement. Le plus gros gain, donc j'ai perdu, le plus gros gain est potentiellement sur celui qui, si j'avais mis all-in sur un truc, j'aurais peut-être pu gagner même à 20 ou 30% de gain sur le seul. Le problème, c'est que faire ça dans la vraie vie, Et pour autant, faut accepter de pouvoir perdre beaucoup. La stratégie n'aurait pas forcément été la bonne pour autant, même si à un instant T, il y aurait eu un gain. Flavie Voyer, j'ai envie de vous poser une question. Vous avez 6 mois de recul sur les investissements que vous avez réalisés. Avec la connaissance que vous avez acquise des marchés financiers aujourd'hui, est-ce que vous auriez fait des choses différemment au début ? Alors, je pense que ce que j'aurais pu changer, c'est le pourcentage de mon portefeuille que j'ai mis sur chacune des valeurs. Comme j'expliquais au départ, pour Tesla, ayant mis 20%, j'en ai beaucoup... j'ai dû supporter tout l'impact sur le portefeuille général. Alors que si j'avais mis que 5%, par exemple, je pense que j'aurais un gain beaucoup plus important. Mais sinon, sur ce qui concerne les secteurs, c'est vrai que la tech était assez volatile. Donc, j'ai eu des extrêmes très positifs ou très négatifs. À voir peut-être dans le futur se fixer d'autres critères. Mais voilà, je crois que c'est à peu près. Mais alors, je reviens sur Tesla, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le cours de l'action dépend de l'actualité du dirigeant. Pour autant, si c'est un investissement de conviction, peut-être qu'on a envie de garder Tesla en portefeuille parce qu'on croit dans le projet. Oui, exactement. C'est ce que j'ai essayé de faire. En fait, je voulais faire du stock picking, c'est-à-dire d'investir dans des valeurs dans lesquelles je croyais sur le long terme en faisant abstraction du contexte de marché. C'est pour ça qu'au départ, j'ai investi dans Tesla et avec le besoin de passer à l'électrique dans l'automobile. Et c'est ce que j'ai aussi voulu faire sur d'autres valeurs de mon portefeuille. Marie-France Pedroni, vous allez croire que je veux toujours revenir sur cette histoire de stop-loss, c'est pas du tout le cas, mais vous êtes la seule à avoir investi dans le sucre sur ce plateau. C'est quand même un choix assez original quand on décide de se tester sur les marchés financiers, d'aller investir sur des matières premières. Pourquoi le sucre ? L'idée, c'était de diversifier. Et donc, matières premières, c'était des valeurs qui existaient. Donc, j'avais pris des matières premières, des valeurs d'action, j'avais pris des indices, puisque j'ai aussi gagné des sous avec les 2 indices. J'avais pris des cryptos. En fait, ma volonté était vraiment d'étaler. Et pour le coup, effectivement, peut-être que j'ai aussi fait en sorte que chacune des valeurs, finalement, n'avait pas la part du lion. J'ai vraiment réparti.
J'ai vraiment fait. Et voyez, si demain je devais, parce que ça m'a amusé, il y a des années, j'ai eu un portefeuille, j'avais arrêté parce que ça me focalisait et j'avais d'autres choses à faire. Là, j'ai envie de reprendre un petit portefeuille. eToro me convient très bien, donc je pense que je vais m'ouvrir mon petit portefeuille pour de vrai. D'accord. Mais je ne crois pas que je changerais en fait de stratégie. Et je pense que finalement, tous les conseils qu'on nous a donnés tout au long de ces 6 mois, eh bien, globalement, je pense que c'est beaucoup de bon sens. Et je pense véritablement qu'en fait, finalement, on les appliquait et on les connaissait. Ce qu'il faut, c'est, je pense, garder la tête froide, y aller quand on veut véritablement ne pas prendre trop de risques, mais quand même un tout petit peu. Je pense que tout est dans la mesure. Et je pense que je ferai plutôt les mêmes choses que ce que j'ai fait là pour ce portefeuille virtuel. Mathieu, Stéphanie, même question. Avec 6 mois d'apprentissage derrière vous, est-ce que vous auriez fait des choix différents dans les mécanismes, maintenant que vous connaissez un petit peu plus les mécanismes des marchés financiers? Dans les mécanismes, ouais, j'aurais peut-être pris plus de temps pour rentrer encore plus petit à petit, fractionner encore plus, parce que là je l'ai fait par à-coup, toutes les 2 semaines ou de temps en temps un peu tous les mois, et donc je me rushais un peu avant les enregistrements à me dire tiens, il faut que je recommence, etc. Et en fait, si j'avais, je sais pas si, je crois que c'est possible sur eToro, mais si j'avais un moyen d'automatiser et de dire en fait toutes les semaines ou tous les mardis je mets 1000 de plus sur tel et tel, et ben au moins ce serait plus simple. Et en fait je pense que j'aurais profité d'une baisse qui était assez longue. Le rebond était assez rapide finalement. Bien sûr, ouais. J'aurais potentiellement plus gagné sur le rebond, et donc c'est quelque chose qui m'aurait intéressé. Donc toujours cette idée quand même d'avoir des convictions sur des actifs ou des valeurs, mais ensuite ne pas y aller en une seule fois, mais lisser finalement les investissements. Parce que là, en y allant en une seule fois sur une période qui était quand même très compliquée, sur pas mal d'actions, septembre, octobre, novembre. Bien sûr, il y a eu des marchés qui ont quand même reculé sur la dernière partie de l'année 2022 avant de repartir en flèche effectivement début 2023. Donc là, il faut prendre ça aussi en compte dans une stratégie d'investissement. Exactement. D'ailleurs, je suis quand même assez impressionné par mes 3 collègues qui ont tous gagné sur cette période. Chapeau bas. Mathieu Ilouz, est-ce que ça vous a donné d'investir en vrai sur les marchés financiers ? Écoutez, pourquoi pas, à voir selon le contexte économique, c'est toujours pareil. Et si vous deviez retenir effectivement un apprentissage, quelque chose que vous auriez fait différemment, quelque chose que si demain un de vos amis par exemple veut aller sur les marchés financiers, si vous lui disiez attention, j'ai fait cette erreur, ne la fais pas. Moi, s'il y avait un point, ça serait sur mon entrée sur le marché, sur une partie de mon portefeuille. Comme je le disais, sur la partie core de mon portefeuille, donc les 90%, je suis bien entré en DCA et j'ai étalé mon entrée. En revanche, pour les 10% sur ma partie satellite, étant donné le faible montant que ça représentait, j'ai investi sur ces valeurs en une fois. Finalement, mon market timing s'est avéré mauvais sur certaines valeurs qui vont rapidement baisser et ne sont jamais revenues en positif au cours du programme. Donc heureusement, ça ne concernait qu'une petite proportion de portefeuille et ça n'a pas eu d'impact significatif sur ma performance globale, mais ça aurait pu être le cas. D'où l'importance, encore une fois, de lisser son entrée. Bon, si je dois retenir 2 messages clés de votre apprentissage, c'est effectivement lisser son entrée ou en tout cas gérer le timing d'investissement et surtout investir dans des choses que l'on comprend ou dans des actifs que l'on comprend. Merci beaucoup en tout cas Mathieu Ilouz, jeune diplômé de master en ingénierie financière. Merci Marie-France Pedroni, expert comptable et cofondatrice de Bobby. Merci Flavie Voyer, étudiante en master 2 à l'EDEC Business School. Et merci Mathieu Stéphanie, CEO de Alvo Market et président de Cosa Vostra. Merci d'avoir participé à ce programme d'apprentissage. Merci à vous également de nous avoir suivis en télévision, mais aussi sur le digital, sur les réseaux sociaux, d'avoir suivi ce programme d'apprentissage. Et je vous dis à très bientôt. Smart Invest vous a été présenté par eToro, la force du trading social.